Et voici la vidéo règle d'Arctic Scavenger, un jeu de deck building pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu sur un thème post-apocalyptique de Robert Kyle Gabart, édité par Istari. Au niveau du matériel, une grande plaquette d'aide de jeu, une petite carte installation et initiateur. Nous avons 3 plaques comme ceci. La plaque bleue ne sera pas utilisée dans la version de base du jeu, non plus que cette petite plaquette usine. Donc pour l'instant, on peut les mettre de côté puisque je vais d'abord vous présenter les règles d'initiation. Et enfin, nous avons la boîte où sont rangées en fait toutes les cartes du jeu. Alors, première chose à faire, il vous faudra un peu trier les cartes pour les ranger correctement dans la boîte. Effectivement, elles ont toutes un dos qui est identique, comme ceci, Arctic Scavenger, et donc il va falloir faire un peu de tri. Alors tout d'abord, vous allez pouvoir prendre toutes les cartes qui ont une petite étoile comme ceci dans le coin inférieur droit. Toutes ces cartes font partie de l'extension et seront donc rangées ici, en fait, sur ces zones-là. Toutes les autres cartes, par contre, vont être triées par type pour les placer ici. Pour les autres cartes avec lesquelles nous allons jouer, elles ont des symboles différents qui permettent de les reconnaître. Donc tout d'abord, celles qui ont un point comme ceci seront les ressources contestées. Vous allez donc toutes les placer, en fait, sur cette zone. Ensuite, nous avons les cartes qui présentent un petit boulon, comme ceci, en haut à droite, toujours. Et toutes les autres cartes qui n'ont pas de boulon en haut à droite, en fait, seront des cartes de personnages, et donc vous les classerez aux endroits correspondants de ce plateau de jeu. Effectivement, il y a un petit symbole, cette fois-ci en haut à gauche, représentant un espèce de masque comme ça, avec des lunettes. Donc là, les voyous avec les voyous. Alors, pour la mise en place, chaque joueur va recevoir un petit paquet de cartes qui sera identique au paquet de cartes des autres joueurs. On va recevoir tout d'abord 4 cartes réfugiés, 3 cartes charognards, une carte combattant, et ensuite on regardera parmi toutes les cartes qui ont des boulons comme ça de dessiner. Dans ces cartes-là, qui correspondent à la décharge, chaque joueur va recevoir une pelle et une lance. Chaque joueur se retrouve donc avec son petit paquet de 10 cartes, composé de ces 4 cartes de réfugiés, 3 charognards, un combattant, une lance et une pelle. Chacun va prendre son paquet et le mélanger, en fait, bien correctement, avant de le poser face cachée devant lui. Ceci étant fait, vous allez prendre toutes les cartes restantes de la décharge, c'est-à-dire toutes les lances qui n'ont pas été réattribuées ainsi que les pelles, et toutes les autres cartes qui ont un petit boulon de dessiné. Vous allez bien mélanger ce paquet, et après avoir bien mélangé ce paquet, vous allez le disposer face cachée sur cet emplacement de neige qui représentera le dépotoir du jeu. Ensuite, vous prendrez les ressources, c'est-à-dire toutes les cartes qui ont le petit point dessiné en haut à droite. Vous allez elles aussi bien les mélanger avant de les disposer sur cet emplacement qui va correspondre aux ressources contestées. Enfin, vous allez prendre tous les personnages restants, les cartes de personnages restants, et les disposer en 8 paquets sur la table, chacun un paquet constitué uniquement de cartes identiques. Attention, les cartes réfugiées, par contre, qui n'ont pas été attribuées aux joueurs, en fait, sont redisposées dans la boîte et ils ne sont pas posés sur la table. Ceci étant fait, vous pouvez déterminer un premier joueur à qui vous allez donner la carte d'installation. Il va pouvoir la retourner sur la phase initiateur et la placer devant lui, comme ceci, pour se rappeler que c'est l'initiateur de ce premier tour de jeu. Ensuite, chacun va piocher les 5 premières cartes du dessus de son paquet, je vous le rappelle, après l'avoir bien mélangé, et il va pouvoir consulter secrètement ces 5 cartes, avant que l'on puisse débuter la partie proprement dite. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans Arctic Scavenger, nous sommes en 2097 et malheureusement, la planète a subi un énorme changement climatique. Tout est recouvert par les glaces, il fait très froid, une couche très épaisse de neige et de glace accumulée recouvre les anciennes villes. 90% de la population a disparu. Vous êtes donc le chef d'un petit groupe de survivants qui tente de survivre et d'agrandir petit à petit son groupe pour emporter la partie.
Effectivement, sur les cartes en bas à gauche, il y a un symbole comme ceci, qui est un symbole de population avec un chiffre et qui indique combien de personnages représentent la carte. En fin de partie, il vous faudra la plus grosse population pour espérer l'emporter. Vous allez pouvoir pour cela creuser en fait dans la neige pour tenter de retrouver d'anciens artefacts qui pourront vous servir, des armes ou des médicaments, et vous allez pouvoir tenter de contester aux autres joueurs des groupes de population ainsi que des objets spéciaux pour pouvoir espérer faire grossir votre groupe. Alors, Arctic Scavenger est un jeu de deck building qui fonctionne de la même façon que les autres jeux du même type, c'est-à-dire que vous avez un petit paquet de base en fait, et petit à petit, au fur et à mesure du jeu, vous allez acquérir de nouvelles cartes que vous allez ajouter à votre paquet de base, et c'est toutes les cartes qu'il y a dans votre paquet qui vous permettront de remporter la partie à la fin. On ne mélange jamais ces cartes avec les autres joueurs comme dans les autres jeux de cartes. Alors, dans Arctic Scavenger, c'est assez simple, il n'y a que deux types de cartes dans cette version de base du jeu. Vous avez des cartes avec un petit symbole comme ceci de masque, qui sont des cartes de personnages, et vous avez des cartes avec un petit boulon en haut à droite, qui sont des cartes objets. Vous allez devoir utiliser des personnages pour tenter d'acquérir de nouveaux personnages, ou bien de tenter de trouver des objets, en fait, dans les deux paquets de cartes face cachée qu'on a bien mélangés en début de partie. Alors, au premier tour de jeu, chaque joueur va donc pouvoir regarder les 5 cartes du dessus de son paquet et les tenir en main, et ensuite on va commencer par le joueur qui a reçu la petite carte initiateur du tour. Celui-ci va pouvoir réaliser des actions grâce aux cartes qu'il a en main. Alors c'est assez simple, sur chaque carte, il y a comme ceci une espèce de colonne à gauche qui indique les différentes actions possibles à réaliser avec le personnage en question. Alors ce sont les personnages qui vont faire des actions, alors que les objets, en fait, ici ce sont des outils qui sont symbolisés par ce petit symbole, vont pouvoir être utilisés par les personnages pour pouvoir réaliser des actions. Mais attention, chaque outil devra être associé à un personnage, et un personnage ne peut pas utiliser plusieurs outils pour réaliser une action. Alors, lors du tour d'un joueur, celui-ci peut réaliser 4 actions qui sont symbolisées toujours au même endroit sur les cartes. Il ne peut réaliser qu'une seule fois chacune de ces 4 actions, mais il peut réaliser celle qu'il souhaite lors de son tour, et bien sûr celle qu'il peut réaliser en fonction des cartes qu'il a en main. Le charognard est intéressant car il permet de faire toutes les actions, et c'est pour ça que je l'ai choisi pour vous présenter les différentes actions possibles. Alors, premièrement, cette action-là correspond à piocher des cartes. Si je joue mon charognard devant moi face visible, j'aurai le droit de piocher une carte supplémentaire sur le dessus de mon paquet pour l'ajouter à ma main et peut-être ainsi continuer à faire des actions avec cette nouvelle carte et les cartes qui me restent encore en main. La deuxième action possible, symbolisée par cette petite pelle, va être de creuser le sol pour tenter de trouver des objets spécifiques. À ce moment-là, ça se passera dans le paquet ici de décharge, et plus j'utiliserai de pelles, plus je pourrai creuser, tout simplement. Ensuite, nous avons ce symbole-ci qui correspond à l'action chasser. Eh bien, la chasse va permettre de recruter en fait de nouveaux personnages, car effectivement, les personnages en haut à droite ont un coût. Alors, ceux qu'on a déjà en main, il n'y a plus besoin de payer, mais par contre, nous allons pouvoir acquérir de nouveaux personnages parmi les 8 qui ont été placés sur le jeu, en payant de la nourriture que l'on aura réussi à chasser. Évidemment, si j'ai de la nourriture, je peux attirer de nouveaux personnages qui vont rejoindre mon groupe. Donc ce chiffre correspondra en fait à un nombre de nourriture nécessaire pour pouvoir acquérir d'autres personnages. Nous y reviendrons un peu plus tard. Enfin, le dernier symbole ici, ce symbole est le symbole combattre. Effectivement, on pourra aussi utiliser des escarmouches contre les autres joueurs pour tenter de leur voler des ressources contestées, mais ça ne va pas demander en fait une action spécifique lors du tour de jeu d'un joueur. Alors, les objets, comme la lance et la pelle qu'on a en début de partie dans notre deck, vont permettre de donner des bonus aux personnages qui vont les utiliser. Effectivement, on peut utiliser la pelle pour creuser ou pour combattre, mais par contre, on ne pourra pas l'utiliser toute seule, il faudra l'associer à un autre personnage, et c'est pour ça que le chiffre qui est dessous est marqué comme ceci en vert, car il faudra l'ajouter en fait au pouvoir d'un personnage.
Attention, un personnage qui n'a pas de capacité spéciale ne pourra pas être boosté par un objet. Donc par exemple, le réfugié ne peut pas utiliser l'appel pour combattre, car il n'a pas de valeur de combat de base. On ne peut que augmenter une valeur déjà existante. Voilà, la lance, elle va permettre en fait de chasser ou de combattre en donnant un gros bonus. Alors, le jeu va se dérouler en différents tours de jeu. Lors de chaque tour de jeu, il y aura 3 phases à réaliser. Une phase de tirage, qui permettra à chaque joueur de piocher 5 cartes sur le dessus de son paquet. Une phase de collecte, qui permettra de récupérer de nouveaux personnages, ou bien d'aller creuser pour tenter de trouver des artefacts. Et enfin, une phase d'escarmouche, où les joueurs vont pouvoir se batailler les uns les autres pour tenter d'obtenir une ressource contestée. Mais attention, lors des 2 premiers tours de jeu, il n'y aura pas de phase d'escarmouche, donc sur les 2 premiers tours, on ne peut réaliser que la phase de collecte. On commence donc par le joueur initiateur qui va choisir comment il combine ses cartes pour réaliser des actions. On peut réaliser 1, 2, 3 actions en fonction des capacités spéciales. Donc par exemple, il pourrait décider d'utiliser son charognard pour piocher une carte. Mais par contre, s'il joue son charognard pour piocher une carte, son charognard ne pourra plus servir à faire une autre action. Donc c'est peut-être un peu dommage car il a plusieurs capacités qui lui permettent d'obtenir 1 pour les différentes actions. Il décide donc de ne pas réaliser par exemple cette action-là, et puis plutôt d'envoyer en fait par exemple son combattant qui ne va pas pouvoir combattre à ce tour car il n'y aura pas de phase de combat, avec sa pelle, et un réfugié avec une pelle aussi qui lui rajoutera plus 2, comme le réfugié à 0 plus 2 c'est possible. Il peut très bien utiliser plusieurs personnages pour réaliser la même action. Donc là par exemple il décide d'utiliser en fait 3 points au total pour creuser et tenter de trouver de nouveaux artefacts. Il pose donc ses cartes sur la table en indiquant aux autres joueurs ce qu'il réalise, et ensuite il passe au creusage. Alors comme j'ai 3 points, eh bien c'est simple, je vais tout simplement piocher les 3 cartes du dessus du paquet de décharge, et je vais pouvoir consulter secrètement ces cartes et choisir de n'en garder qu'une seule. Effectivement, à chaque fois qu'on va creuser, on ne peut garder qu'un seul objet. Donc là, je tombe sur des pilules et des medikits. Effectivement, dans le jeu, il y a des symboles comme ceci, donc avec un écrou, donc c'est bien des objets, mais qui ont aussi ce symbole comme ceci de pharmacie. Effectivement, ces ressources-là vont nous permettre de recevoir des personnages qui demandent en fait à être soignés pour rejoindre notre groupe. J'ai aussi un filet, qui est donc un objet, là, me permettant par exemple de mieux chasser et de mieux combattre. Donc à moi de choisir qu'est-ce qui m'intéresse le plus là-dedans. Par exemple, le medikit qui donne 2 points de médicaments, eh bien, peut être intéressant à garder. Donc je décide de garder le medikit, et les 2 autres cartes sont tout simplement remises sous le paquet, dans l'ordre que vous voulez, en fait. Hop, donc, par exemple, comme ceci. Et voilà, j'ai fini mon action. Alors attention, la carte que je récupère, je ne la prends pas en main, je vais la défausser immédiatement. Donc il faudra bien séparer votre paquet de pioche de votre paquet de défausse, et on va le placer dans la défausse avec les personnages qui auront été utilisés pour le tour. Il me reste donc mon charognard avec ma lance, et bien je décide de les utiliser pour pouvoir chasser. Donc là ça fait 1 point plus 1 grâce à la lance, donc 2 points de chasse représentés par ce petit symbole. Je les pose devant moi, ou je les pose dans la défausse, bien sûr en montrant aux autres joueurs ce que je joue, pour pouvoir acquérir en fait, si je le souhaite, un autre combattant qui est achetable sur la table. Alors c'est en haut à droite des personnages disponibles sur la table que l'on voit qu'est-ce qu'il faut payer pour pouvoir les recruter. Alors certains n'ont besoin que de chasse pour les récupérer, mais d'autres demandent en fait d'avoir des médicaments, comme je vous le disais, avec le symbole de croix qu'on ne peut obtenir qu'avec les objets qu'on trouve dans la pioche. Malheureusement, j'en ai pas pour le moment, je n'ai que 2 points de miam, donc en fait je ne peux récupérer pour l'instant qu'un charognard qui vaut 1, ou un combattant qui vaut 2. Attention, à chaque fois que je recrute comme ceci un personnage, je ne peux en récupérer qu'un seul. Je n'aurai donc pas le droit avec mes 2 points de récupérer 2 charognards. Je choisis soit le charognard et je ne suis pas remboursé, soit le combattant. Eh bien je décide de prendre par exemple un combattant.
Et à ce moment-là, comme toutes les cartes que j'acquiers dans le tour, eh bien je le défausse sur mon paquet de défausse. Mon tour est terminé puisque je n'ai plus de cartes en main, on passe donc au tour du joueur suivant. Alors imaginons que le joueur suivant ait dans les mains un charognard, un combattant, 2 réfugiés qui peuvent malheureusement pas faire grand chose car ils ont des valeurs très faibles et seulement une lance. Eh bien il pourrait décider par exemple d'utiliser son charognard pour piocher une carte en espérant trouver une carte qui soit plus intéressante que ce qu'il a en main. Il la pose donc dans sa défausse et il repioche une carte sur le dessus de son paquet qu'il ajoute. Ah, il a trouvé une pelle, ça va peut-être lui permettre de creuser un peu mieux. Effectivement, il va pouvoir donc utiliser par exemple la pelle et le combattant, ou la pelle et un réfugié. Et le combattant, ça sert surtout à se battre, mais là pour l'instant on ne se bat pas sur les 2 premiers tours de jeu, donc il n'y a guère d'intérêt. Et vous le voyez, donc il faut essayer de choisir quelle va être la meilleure chose à faire. Donc là, notre joueur pourrait décider, il n'a pas trop le choix, d'utiliser son combattant avec sa pelle. Voilà, c'est à peu près tout ce qui est intéressant pour tenter de creuser. Donc il les pose dans sa défausse, il indique aux autres joueurs ce qu'il fait, ça lui permet de piocher donc seulement 2 cartes sur le dessus du paquet. Il choisit ce qu'il garde, et il tombe sur une carte dépotoir et une carte multi-outils. Alors, dans le paquet de cartes dépotoirs qui se trouve ici, il y a beaucoup de cartes dépotoirs. Ce sont des cartes qui ne rapportent rien et qui ne peuvent pas être récupérées par les joueurs. Donc là, il n'a pas le choix. S'il veut récupérer quelque chose, il est obligé de prendre le multi-outil. Mais on n'est pas obligé de prendre quelque chose. S'il le souhaite, il peut aussi décider de ne prendre ni l'un ni l'autre et de remettre les deux au-dessous du paquet dépotoir. Il décide quand même de prendre le multi-outil qui lui permettra de lui donner des bonus en fait pour creuser, pour chasser et pour combattre, c'est quand même assez intéressant. Et donc la carte dépotoir, il est bien obligé de la mettre en dessous du paquet de pioche. La carte multi-outils est bien entendu défaussée, et ensuite il ne reste plus qu'à utiliser un réfugié avec une lance, peut même utiliser les deux même si ça ne sert à rien car ils ont une valeur de 0 pour aller chasser. Chasser à plus 1, donc ça lui fait 1 point de chasse qui lui permet de recruter uniquement un charognard, c'est le seul personnage qui ne coûte que une nourriture à l'achat, et donc hop il défausse ceci. Les autres joueurs jouent ainsi aussi leur tour, alors là je vous fais un exemple à 4 joueurs, mais vous pouvez jouer jusqu'à 5 joueurs, et une fois que ce premier tour est terminé, on passe tout simplement la carte initiateur au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Chacun pioche 5 cartes sur le dessus de son paquet. Ça tombe bien, comme on avait 10 cartes en début de partie, il ne nous reste plus que 5 cartes, donc vous allez jouer cette fois-ci avec les 5 cartes restantes de votre paquet. Alors, les joueurs jouent normalement comme sur le premier tour, imaginons que ça revienne à moi de jouer, et que je décide de piocher en utilisant 2 charognards, effectivement j'en ai 2 dans les mains, je peux jouer 2 charognards pour piocher 2 cartes, mais comme je n'ai plus de paquet de pioche, à ce moment-là, je vais immédiatement remélanger mon paquet de défauts, c'est-à-dire avec les cartes que j'ai jouées précédemment, plus les cartes que j'ai pu recevoir éventuellement le tour d'avant, et je fais ma pioche de 2 cartes sur le dessus du paquet en espérant tomber sur des cartes plus intéressantes que les 2 charognards. Malheureusement, c'est pas trop le cas, j'ai repioché un réfugié, les réfugiés sont vraiment pas terribles, ce qui fait que j'en ai 4 en main. Malheureusement, je n'ai qu'un charognard, je ne peux pas à nouveau réaliser l'action piocher, puisqu'on ne peut faire qu'une seule action à chaque tour de chaque type, et donc je dois choisir entre creuser ou bien recruter un nouveau charognard, puisque je ne peux avoir qu'une nourriture avec lui, je peux tenter de piocher. Hop, sait-on jamais, malheureusement c'est une carte dépotoir, on ne peut pas les récupérer, je suis donc obligé de la remettre sous le paquet. J'ai passé un tour un peu à vide, il ne me reste plus qu'à défausser mes réfugiés qui ne servent à rien. On passe donc à la fin de ce tour la carte initiateur au joueur suivant, et on repioche 5 cartes sur le dessus de son paquet. Comme il y a 3 joueurs qui n'ont plus de paquet, ceux-ci vont remélanger leur paquet avant de piocher. Moi par contre, comme je l'ai remélangé pendant mon tour de jeu, je vais piocher 5 cartes sur le dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, hop, là ça tombe bien. Si jamais il en manquait, j'aurais dû à nouveau remélanger le paquet restant pour piocher les cartes supplémentaires qui me manquaient pour arriver à 5. Et c'est reparti pour un nouveau tour de jeu. Alors attention, à partir de ce 3e tour, il va y avoir à la fin une phase d'escarmouche où les joueurs vont se battre pour tenter d'obtenir la carte du dessus du paquet de cartes de ressources contestées.
Mais avant de commencer, juste après que chaque joueur ait récupéré ses 5 cartes, le joueur qui a la carte initiateur va être le seul à avoir le droit de regarder secrètement la composition de la carte qui va être contestée à la fin de ce tour. Il va donc en prendre connaissance avant de la replacer face cachée sur ce dessus de pioche. Ensuite, nous passons à la phase de collecte qui se déroule exactement pareil que dans les 2 premiers tours, mais attention, cette fois-ci, les joueurs vont avoir le droit de garder des cartes en main. Ces cartes qu'ils vont pouvoir garder en main et qu'ils n'utiliseront pas pour la phase de collecte seront utilisées pour la phase d'escarmouche et cette fois-ci on utilisera en fait la valeur de combat en fait des personnages et c'est celui qui aura la plus grosse valeur de combat parmi les cartes qu'il a gardées en main et non utilisées dans ce tour qui pourra prendre la carte de ressources contestée. Alors, le joueur initiateur commence, imaginons qu'il décide d'utiliser une carte charognard pour piocher une nouvelle carte sur le dessus de son paquet, il l'ajoute à sa main, ensuite il décide par exemple de jouer un charognard avec une lance pour pouvoir recruter, il part à la chasse en fait, ça lui fait 2 points de chasse, il décide donc de récupérer un combattant qu'il place aussi immédiatement dans sa défausse, et il décide de ne pas jouer d'autres cartes, il garde donc 3 cartes, et il est obligé d'annoncer aux autres joueurs combien de cartes il garde pour cette escarmouche qui se déroulera après la phase de collecte. Il dit donc, eh bien je garde 3 cartes en main pour l'escarmouche, voilà, ça nous donne déjà une petite idée de sa puissance de feu éventuelle. Mais peut-être qu'il a gardé des cartes qui n'ont pas de valeur de combat, et qui ne serviront pas en fait pour contester la ressource du dessus du paquet. Mais comme c'est lui qui a vu cette carte-là, s'il met 3 cartes, eh bien c'est peut-être que c'est très intéressant à récupérer. Donc on passe au tour du jour suivant, qui va réaliser la même chose, faire sa phase de collecte, et ensuite annoncer combien de cartes il va garder face cachée pour la phase de combat. Alors attention, lors du premier tour, enfin des 2 premiers tours, les joueurs ont peut-être réussi à récupérer des medikits ou des pilules qui vont leur donner des bonus en fait de Croix-Rouge, comme ceci, leur permettant d'acquérir de nouveaux personnages en jeu. Et attention, les cartes medikits sont des outils un petit peu spéciaux, enfin des objets un peu spéciaux, ce ne sont pas des outils. Donc on peut très bien les utiliser seuls, sans avoir besoin en fait d'associer un personnage avec eux. Donc là, le joueur suivant pourrait parfaitement décider d'utiliser un medikit de valeur 2 pour récupérer un chasseur qui ne demande qu'une ressource médicale. Mais il préfère l'associer avec un charognard pour avoir 2 de médical plus 1 de chasse, ce qui lui permet en fait de récupérer par exemple un éclaireur qui a ce coup-là. Hop, il l'ajoute à sa défausse et il annonce qu'il garde une seule carte pour l'escarmouche. Alors imaginons que ce soit à moi de jouer et que j'ai ceci en main, un medikit, 2 combattants, une pelle, une lance. Alors attention, la lance et la pelle ne peuvent pas être utilisées seules, mais par contre je peux les associer chacune à un combattant pour avoir une super valeur de combat qui m'amène à 7. Donc là je suis sûr de gagner la ressource contestée. Mais est-ce vraiment intéressant de faire ça alors que je ne sais pas quelle est la ressource contestée, elle est peut-être pas si intéressante que ça. C'est un petit peu difficile. Le problème c'est que le medikit, je peux l'utiliser tout seul, mais je ne peux pas l'associer ni avec une pelle ni avec une lance, car il faut quelqu'un pour les utiliser. Donc voilà, je suis un petit peu embêté. Alors imaginons que je décide quand même d'utiliser seulement le medikit, voilà, tout seul, pour pouvoir avoir 2 et acquérir en fait un chasseur, puisque c'est le seul personnage que je peux acquérir uniquement avec des médicaments. Je vous rappelle qu'on ne peut pas prendre 2 personnages lors de la phase de recrutement, donc je ne peux prendre qu'un seul chasseur, l'autre médicament ne sert à rien, et je décide quand même de garder 4 cartes face cachée pour l'escarmouche. Alors la phase d'escarmouche commence par l'initiateur qui va révéler les cartes qu'il souhaite poser sur la table et lesquelles il utilise. Il nous déclare donc qu'il utilise un combattant, un charognard et un réfugié pour un total en fait de combat de 3.
Ensuite, on passe au joueur suivant, qui pourrait dire, ben, moi j'utilise un réfugié, mais il a que dalle, donc il vaut 0 en combat, donc ça va peut-être être raté. Et puis moi, qui annonce que là, je suis vraiment très très méchant, puisque j'annonce 7 en combat avec mon combattant et sa pelle, et mon combattant et sa lance, hein, chacun son arme, bien entendu. Toujours pareil, je suis obligé de suivre les règles, une arme par combattant. Et enfin, le dernier joueur qui nous déclare qu'il a juste utilisé une pelle et donc il ne participe absolument pas au combat. J'ai donc gagné le combat, c'est donc moi qui tout simplement vais récupérer la carte du dessus du paquet de ressources contestées. Alors cette carte de ressources contestée, je peux la consulter secrètement, car effectivement je ne suis pas obligé de la montrer aux autres joueurs. Tiens, j'ai reçu une meute, c'est donc en fait comme un outil qui me permettra en fait d'avoir plus en chasse et plus en combat si je l'utilise. Alors cette carte va rejoindre ma défausse, mais comme je ne suis pas obligé de la montrer aux autres joueurs, eh bien je peux très bien la glisser sous les cartes de ma défausse, voilà, pour que personne ne sache ce que j'ai, sauf l'initiateur du tour qui a bien sûr au début de partie regardé secrètement quelle était cette carte que l'on s'est contestée. Ceci étant fait, il ne nous reste plus qu'à défausser toutes les cartes que l'on a utilisées dans le tour sur nos défausses respectives, de passer la carte initiateur au joueur d'après qui va vérifier secrètement la nouvelle ressource contestée. Chacun va piocher 5 cartes sur le dessus de son paquet et éventuellement le remélanger s'il n'a plus de paquet disponible. Et c'est reparti pour un tour avec une phase de collecte et une phase d'escarmouche pour recevoir cette carte. Alors, attention, que se passe-t-il en cas d'égalité lors d'une escarmouche? Effectivement, si nous avons la même valeur de combat avec un autre joueur, eh bien à ce moment-là, on va regarder qui a le plus de cartes de personnages. Effectivement, là par exemple, j'ai 2 cartes de personnages, et peut-être que mon adversaire en a moins. Si c'est le cas, c'est moi qui l'emporte. Voilà pourquoi, en fait, les cartes réfugiés, qui sont assez peu intéressantes, en fait, pendant le jeu, car elles ne valent 0, peuvent cependant être utilisées lors des escarmouches, même si elles n'ont pas de valeur de combat, car elles seront comptabilisées, en fait, dans ce total de cartes personnages pour tenter de gagner les égalités contre les autres. En revanche, si nous faisons une égalité parfaite avec un autre joueur, donc imaginons qu'il ait le même nombre de combats que moi et qu'il ait aussi 3 cartes de personnages, eh bien, malheureusement, la ressource contestée ne sera pas attribuée pour ce tour. À ce moment-là, on la prendra, par contre, elle ne sera pas laissée en place et elle va être mélangée dans le paquet du dépotoir. On va donc la mélanger parmi toutes les autres cartes du dépotoir, et après les avoir bien mélangées, on va les laisser comme ceci. Peut-être qu'un joueur, en creusant, aura la chance de tomber dessus. Alors, attention, pendant le tour d'un joueur, il existe aussi une autre action spéciale qui peut être réalisée une fois par tour par chaque joueur, c'est tout simplement de se débarrasser de cartes de sa main, définitivement. C'est-à-dire récupérer par exemple des réfugiés qui sont, je vous l'ai dit, peu intéressants, bien qu'ils rapportent un point de victoire. On peut décider d'accélérer en fait la pioche de son paquet de jeux en les défaussant. À ce moment-là, vous les défaussez et vous allez les glisser tout simplement sous la pile de cartes dépotoirs. Et donc ça peut accélérer votre jeu, mais par contre vous aurez moins de cartes en main pour jouer le tour en cours. Alors reparlons des différents personnages que l'on peut recruter, car effectivement certains ont des capacités spéciales. Alors tout d'abord sur les coups, nous avons vu que le charognard coûte une chasse, le combattant 2 chasses, le chasseur un médicament, le saboteur par contre coûte un médicament plus une chasse, et il a une capacité spéciale lui permettant en fait de saboter les cartes outils utilisées par les autres joueurs. Alors comment va-t-il fonctionner? Alors le saboteur peut fonctionner pendant la phase de collecte d'un autre joueur. Donc imaginons par exemple que ce joueur-ci décide de jouer un charognard avec une pelle pour pouvoir piocher 3 cartes en fait dans la pile du dépotoir. Eh bien, si j'ai une carte saboteur en main, j'ai le droit de lui dire immédiatement « Ah, attends, je joue un saboteur que je pose immédiatement devant moi ». Et dessus, il y a marqué « Sabote une carte outil qui est défaussée ». Eh bien, je te décide de te défausser ta pelle, et donc, du coup, tu ne peux creuser que de 1 au lieu de creuser de 3 dans la pile de cartes dépotoir. Alors, évidemment, lorsqu'un saboteur est ainsi utilisé, il rejoint immédiatement notre défausse, et donc on ne pourra pas l'utiliser pour faire une autre action lors de notre tour, si jamais on n'a pas encore joué.
On peut aussi la garder en fait dans ces cartes qui vont être utilisées normalement pour l'escarmouche et la jouer de notre main d'escarmouche pour empêcher ainsi un joueur d'utiliser un objet. Mais vous pouvez aussi utiliser les saboteurs directement lors de la phase d'escarmouche. Imaginons qu'on en soit à la phase d'escarmouche, chacun révèle les cartes qu'il a gardées pour l'escarmouche, et bien si j'ai un saboteur, je peux décider d'utiliser la capacité spéciale du saboteur, par exemple, pour faire perdre une pelle à un joueur, et donc comme ça il n'obtiendra pas le bonus de combat qui est nécessaire. Alors, si jamais il y a plusieurs saboteurs en jeu, on va résoudre en fait leur action dans l'ordre du tour. En fait, c'est l'initiateur qui commencera éventuellement à jouer ses saboteurs, et puis les autres comme ceci, à tour de rôle, jusqu'à ce qu'ils aient utilisé leurs saboteurs. Vous pouvez les incliner pour montrer qu'ils ont utilisé leur capacité spéciale. Un petit peu sur le même principe, nous avons le sniper. Lui, il permet de tirer directement sur un membre d'une tribu adverse qui est défaussé. De la même façon, on peut l'utiliser en interruption lors du tour d'un autre joueur pour lui faire perdre un personnage qu'il désire utiliser, ou bien le garder pour une escarmouche et l'utiliser aussi pour défausser en fait un personnage adverse et ainsi lui donner moins de points de combat. Ensuite, nous avons aussi le chef de groupe. Alors celui-ci coûte 2 nourritures et 2 médicaments, mais il va permettre de donner un bonus de plus 2 à n'importe quelle action, et elle peut être ajoutée en fait... Enfin, ce bonus peut être ajouté en plus d'un outil, c'est-à-dire vous pouvez utiliser un personnage qui a un outil, plus un chef de groupe qui va vous donner plus 2, alors que normalement on ne peut pas rajouter plusieurs modificateurs d'outils, puisqu'on ne peut utiliser qu'un seul outil par personnage. Enfin, nous avons les voyous. Alors les voyous peuvent être acquis soit avec des médicaments, soit avec de la nourriture, pour un total de 6. Donc je peux très bien avoir par exemple 2 médicaments et 4 nourritures pour acquérir un voyou. Le gros avantage des voyous, c'est qu'ils ont une population de 3 et qu'en plus ils combattent très bien avec 3 points de combat. Par contre, la seule autre action qu'ils peuvent faire est de creuser pour une valeur de 1. Et voilà, le jeu va ainsi se poursuivre jusqu'à ce qu'on pioche la dernière carte des ressources contestées, qu'elle soit récupérée par un joueur ou placée dans la décharge parce qu'il y a une égalité. Eh bien, le jeu se termine. À ce moment-là, c'est très simple. Chacun va pouvoir tout simplement révéler toutes ses cartes et faire le total de population de son groupe, c'est-à-dire le total de tous les chiffres qui se trouvent comme ceci en bas à gauche de chacune des cartes qu'il a récupérées. Vous comprenez donc qu'il y a plusieurs tactiques. Vous pouvez tenter d'acheter en fait les cartes qui présentent le plus de personnages dessinés en bas à droite, mais aussi les ressources contestées en fait proposent souvent en fait des personnages qui ont une grosse valeur en population, dont des familles par exemple qui ne servent pas à grand chose, mais qui par contre donnent beaucoup de points de victoire. Et par contre, il y a aussi des objets qui permettent d'avoir des bonus de combat, mais qui, eux, ne rapporteront pas de points. Les objets, c'est pas ça qui fait gagner la partie, c'est le nombre de personnages reçus. Alors, parlons de la modification pour 2 joueurs. Effectivement, c'est un petit peu différent. Il vous faudra tout d'abord retirer du dépotoir 2 cartes de chaque type, donc 2 dépotoirs, 2 medikits, 2 pioches, etc. Il faudra en enlever 2 de chaque avant de commencer la partie. Ensuite, à chaque fois qu'il y aura un initiateur, celui-ci ne regardera pas la carte du dessus des ressources contestées. Ça sera toujours secret avant de savoir comment les battre. Ensuite, en cas d'égalité par rapport au combat aux escarmouches, eh bien on ne regardera plus cette fois-ci le nombre de cartes personnages joués pour déterminer les égalités. Et pour pouvoir l'emporter sur son adversaire, il faudra dépasser de 2 points sa valeur de combat. Si jamais vous arrivez à moins de 2 points d'écart entre les 2 joueurs, eh bien la ressource ne sera pour personne. Elle rejoindra donc le dépotoir et sera remélangée comme en cas d'égalité lorsqu'on joue à plus nombreux. Alors, après quelques parties en jeu de base, vous pouvez décider d'introduire en fait des éléments de l'extension qui s'appelle QG. Et cette extension est partagée en 4 modules que vous pouvez ajouter petit à petit, c'est-à-dire utiliser le premier module, deuxième module ensuite, puis troisième et enfin quatrième. Et quand vous aurez tous les modules, eh bien vous jouerez avec l'extension totale.
Alors, dans le premier module, vous allez pouvoir ajouter de nouveaux objets, en fait, dans la pile du paquet de cartes dépotoir, c'est-à-dire celles qu'on peut fouiller avec des pelles. Vous aurez donc des kits d'outils qui rajouteront plus de pour creuser si vous les trouvez, et qui ont une capacité spéciale, mais on n'utilisera pas pour le moment cette capacité spéciale avec ce premier module. Ensuite, nous avons les fusils, en fait, qui vont aussi donner des bonus pour la chasse, mais aussi, évidemment, pour combattre. Ce sont des objets qui seront nécessaires d'équiper, en fait, sur des personnages, bien sûr. Ensuite, donc, ces cartes-là vont être mélangées dans le paquet de cartes dépotoir. Nous avons des cartes docteurs, et les cartes docteurs vont être rajoutées en tant que personnages que les joueurs vont pouvoir acheter au fur et à mesure de la partie. Ils coûtent 3 nourritures pour pouvoir être recrutés, et leur capacité spéciale leur permettra de sauver des membres de la tribu des effets d'un tir de sniper. Donc si vous avez une carte docteur en main quand quelqu'un vous tire dessus, vous pouvez utiliser le docteur pour sauver en fait le personnage et l'empêcher d'être défaussé. Ou lors d'une escarmouche, si vous avez un docteur révélé devant vous, vous pouvez l'utiliser pour empêcher en fait un sniper de tuer un de vos personnages. Sympathique. Enfin, nous avons les cartes de faction, et pour le moment, nous utiliserons les 2 cartes mécano et chercheur. Ces 2 cartes vont être disposées face visible au milieu de la table de jeu, et ils n'entreront en compte qu'en fin de partie, lorsqu'on aura vidé de façon normale en fait le paquet de cartes ressources contestées. On vérifiera à ce moment-là qui a le plus d'outils. Le joueur qui a le plus de points d'outils sur toutes les cartes de son paquet recevra cette carte de la faction des mécanos qui viendra rejoindre son camp, et donc il lui rajoutera 5 points de population, ça peut faire basculer la partie. La même chose avec les chercheurs, mais les chercheurs, eux, sont intéressés par la faction qui aura le plus de médicaments et donc le plus de remèdes, donnera 5 points aussi au joueur qui les aura, et donc peut-être qu'il y aura des changements comme ceci grâce à ces 2 groupes qui nous rejoindront enfin. Ensuite, vous pourrez sur la partie suivante ajouter l'extension, enfin le module des constructions et des maçons. Alors pour cette construction, vous allez pouvoir utiliser de nouvelles cartes, celles qui ont un petit symbole d'usine comme ceci en haut à gauche. Vous allez bien mélanger ce paquet et le placer sur le petit plateau des plans. Et ce plateau des plans, eh bien on va le placer à côté des autres plateaux qu'on a déjà en jeu. À la carte mécano et chercheur qu'on a déjà placée lors du module précédent, on va ajouter aussi la faction des maçons. Les maçons représentent aussi 5 points de population qui rejoindront en fin de partie la tribu qui aura accumulé le plus de cartes bâtiments, car effectivement cette fois-ci vous allez pouvoir tenter de construire des bâtiments. Celui qui en aura le plus gagnera cette carte de maçon. Et vous avez aussi les cartes ingénieurs qui représentent un nouveau personnage que vous allez ajouter à ceux qui sont déjà sur la table, en plus des docteurs qu'on a déjà ajoutés dans la précédente extension. Alors l'ingénieur va permettre de construire des bâtiments en allant fouiller, mais cette fois-ci, au lieu de fouiller dans la pile de décharge, il peut aller fouiller dans la pile des plans que l'on vient de constituer. Seul l'ingénieur a le droit de fouiller dans la pile des plans, mais par contre on peut augmenter sa valeur de fouille qui correspond à la pelle aussi, avec d'autres outils qui permettent de creuser normalement d'habitude. Donc il suffit de lui ajouter en fait des points pour qu'il puisse piocher plusieurs cartes sur le dessus de la pile des plans, de la même façon que l'on fouille la carte du dépotoir, c'est-à-dire que là par exemple avec 2 seulement, il pioche les 2 cartes du dessus de la pile des plans, il choisit celui qu'il veut garder, l'autre sera replacé sous la pile des plans. Alors attention, le bâtiment que le joueur aura ainsi récupéré ne va pas être placé dans la défausse, mais il sera placé à côté de ce joueur comme étant un bâtiment en construction. On va regarder sur ce bâtiment en construction le chiffre qui est représenté sous l'horloge, et ça va correspondre en fait au nombre de cartes que ce joueur va devoir immédiatement mettre sur l'armurerie par rapport à son paquet de cartes. Donc il va piocher des cartes sur le dessus de son paquet, là par exemple c'est 3, et il va placer ces 3 cartes face cachée sur l'armurerie pour montrer qu'il faudra
3 phases de construction pour avoir réussi à construire cette armurerie. Ensuite, évidemment, l'ingénieur sera défaussé dans notre défausse, et puis on continuera à jouer en sachant qu'à partir de maintenant, à chaque fois que ce sera à ce joueur de jouer un tour de jeu, eh bien, il enlèvera la carte du dessus de l'armurerie pour la mettre dans sa défausse. Et petit à petit, à chaque tour, donc, il va faire ceci, ce qui va petit à petit construire l'armurerie. Une fois qu'elle sera terminée, eh bien, il pourra éventuellement utiliser les capacités spéciales de ce nouveau bâtiment. Alors, vous l'aurez bien compris, pour construire des bâtiments, eh bien, ça prend du temps, car vous êtes obligé d'attendre. Heureusement, vous avez le droit, lors d'un tour suivant, d'utiliser aussi des personnages de votre main pour accélérer la construction du bâtiment. Donc, au moment où on pose ce nouveau bâtiment en jeu, on ne peut pas tout de suite commencer à le construire, on est obligé d'attendre quand même le prochain tour. Au prochain tour, donc, comme je le disais, d'abord, on retire une carte, et ensuite, lors de son tour de collecte, eh bien, un joueur peut utiliser n'importe quel personnage pour décider d'accélérer la construction du bâtiment. Donc par exemple, je pourrais décider d'utiliser un réfugié pour, accélérer la construction. Ou bien je pourrais même utiliser 2 réfugiés, en fait, pour augmenter la construction de 2. En plus de ça, nous allons cette fois-ci pouvoir utiliser la capacité spéciale des kits d'outils. Effectivement, celle-ci permet d'augmenter la construction d'un membre de la tribu à plus de cartes. Donc en fait, par exemple, ajouter avec un réfugié, eh bien cela permettra par exemple de construire directement en fait l'armurerie. Alors évidemment, le jouer avec un personnage permet de piocher, d'enlever 2 cartes supplémentaires, c'est-à-dire qu'avec un personnage, ça permet de retirer 3 cartes du dessus en fait d'un bâtiment. Alors, en jeu, il y a 4 types de bâtiments. Nous avons des armureries, des pharmacies, des bunkers et des hydroponiques. Alors, les armureries vont permettre de stocker des cartes outils pour les récupérer avant une embuscade. C'est-à-dire que lorsque vous avez une armurerie de construite devant vous, eh bien, lors d'un de vos tours, vous pouvez décider d'y déposer, en fait, des cartes outils. Donc vous les mettrez face visible dessus l'armurerie, et puis à n'importe quel moment d'un autre tour, vous pourrez décider de récupérer ces outils, donc ils vous feront des cartes en plus des 5 que vous avez, donc ça peut être assez intéressant. La pharmacie permet de stocker des cartes remèdes et de les récupérer avant une escarmouche, donc de la même façon, mais cette fois-ci pour stocker en fait des remèdes. Le bunker permet de stocker des membres de la tribu et de les récupérer avant une escarmouche. Donc là, ça peut être sympathique de mettre des combattants à l'intérieur du bunker, et juste avant une escarmouche, vous pouvez décider de retirer des personnages du bunker pour les jouer pour l'escarmouche. Donc ça peut être très intéressant. Et enfin les hydroponiques qui produisent une nourriture à chaque tour pour recruter des mercenaires, mais par contre ça ne se cumule pas, donc c'est juste que vous aurez un bonus de +1 pour pouvoir acquérir de nouveaux personnages par carte hydroponique que vous aurez joué. Alors attention, pour l'armurerie, la pharmacie et le bunker, eh bien le petit chiffre qui est indiqué en bas indique le nombre de cartes maximum que vous pouvez stocker à l'intérieur, et les bâtiments il y en a plusieurs, il y a plusieurs bunkers qui permettent de stocker plus ou moins de personnages, et c'est la même chose pour les pharmacies et les armureries. Alors, l'utilisation d'un bâtiment qui est construit est ensuite gratuite. Lors de votre tour, vous pouvez stocker autant de cartes que vous voulez, tout en ne dépassant pas, bien sûr, la capacité totale, en plaçant des cartes face cachée. Vous n'êtes pas en plus obligé de montrer les cartes face visible que vous allez mettre à l'intérieur de vos bâtiments. Lors d'un autre tour, vous pourrez, quand vous le souhaitez, récupérer aussi les cartes qui se trouvent à l'intérieur. Mais attention, on ne peut pas stocker pendant la phase d'escarmouche, et on ne peut retirer des cartes d'un bâtiment que si c'est un bâtiment bunker lors d'une phase d'escarmouche. Alors, avec les bâtiments, vous pouvez utiliser ce petit cache si vous le souhaitez, par exemple, pour stocker vos affaires. Comme ça, en fait, vous pourrez les stocker sans montrer aux autres joueurs ce que c'est, tout en laissant bien paraître que c'est bien, en fait, ce type de bâtiment que vous avez mis, et ensuite, comme ça, vous pouvez les replacer dessous, sans que les autres joueurs sachent ce qu'il y a à l'intérieur de vos bâtiments. Mais bon, ça fait un petit peu gadget, je vous conseille de les placer face cachée directement sous les bâtiments, et par contre de ne pas tricher, évidemment, en plaçant les mauvaises choses dans les mauvais bâtiments.
Ensuite, le troisième module est consacré au leader. Vous allez donc pouvoir ajouter ces cartes-là en jeu. Vous allez donc bien les mélanger en début de partie et distribuer 2 cartes à chaque joueur, 2 cartes leader. Chacun va pouvoir les lire et choisir quel leader il souhaite être pendant le jeu. Une fois qu'on a choisi ça, eh bien, tout le monde va révéler en même temps, face visible en fait, la carte du leader qu'il a choisi. Les autres seront défaussés, ne seront pas utilisés pour la partie, et pendant toute la partie, vous allez avoir une capacité spéciale qui dépend du leader que vous aurez choisi. Donc je ne vais pas tous vous les faire, mais il y a des planificateurs, des fanatiques, des excavateurs, des sergents, des pacifistes, des bouchers, des cannibales, des rangers, des gangsters et un mentor. Et donc voilà, vous pouvez sélectionner un petit peu un style de jeu particulier en fonction du leader choisi. Enfin, le quatrième et dernier module que vous pouvez utiliser, c'est juste un changement de règle en fait par rapport au saboteur. Le saboteur, en effet, aura le droit lors de ce module d'attaquer les bâtiments adverses, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser un saboteur pour saboter un bâtiment. À ce moment-là, le bâtiment, vous le retournerez face cachée pour montrer qu'il ne pourra plus être utilisé tant que le joueur n'utilise pas un personnage pour réparer le bâtiment et le remettre en actif. S'il y a des cartes à l'intérieur de ce bâtiment, eh bien elles seront bloquées jusqu'à ce que le bâtiment soit réparé. Enfin, le sniper obtient lui aussi une nouvelle capacité spéciale. En plus de tirer sur un membre de la tribu qui est défaussé, il peut aussi décider de tirer sur le leader d'un autre joueur. À ce moment-là, le leader sera mis face cachée et le joueur ne pourra plus utiliser la capacité spéciale de son leader tant qu'il est ainsi blessé, et il lui faudra utiliser un remède pour pouvoir le remettre droit, c'est-à-dire en fait utiliser une petite croix rouge qu'il y a sur n'importe laquelle de ces cartes pour soigner son leader et à nouveau utiliser sa capacité spéciale. Alors, vous l'aurez compris, toutes ces petites extensions sont bien sympathiques à ajouter au jeu, mais par contre rallongent bien sûr la durée de la partie et rendent les choix encore un petit peu plus cornéliens par rapport aux 5 cartes seulement que vous avez en main avec toutes ces possibilités différentes. Voilà donc pour Arctic Scavenger, un excellent jeu de deck building assez original car il rajoute en fait ce petit côté interaction avec les autres joueurs et puis un peu de bluff aussi avec le nombre de cartes ainsi que de négociation qui n'existe pas dans les autres avec voilà, quelques petits concepts assez intéressants à mettre en jeu. Par contre il y a évidemment nettement moins de cartes que comme dans un jeu comme Dominion, mais les petites extensions qu'il y a rajoutent en fait un plus certain au jeu. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.